En quelques années, la France est passée de grand pays industrialisé, du deuxième PIB mondial en 1966, à un pays qui s'appauvrit et qui n'a plus d'usines. En 1968, nous étions déjà sur la pente descendante. Un des fleurons français, Saint-Gobain, était au bord de la faillite malgré ses 300 ans d'existence. Seul Antoine Riboud, un patron lyonnais excentrique, prétend qu'il peut la sauver si elle passe sous son contrôle. Or, lui est un symbole du nouveau capitalisme, le capitalisme financier. Donc naturellement, Saint-Gobain refuse. Sauf que notre jeune patron ne va pas se dégonfler et va tenter de racheter Saint-Gobain en bourse pour la sauver malgré elle. Et moi qui ai lu ses mémoires, je vais vous expliquer pourquoi. Dans les années 60, Saint-Gobain est en train de mourir car ses actions ont déjà perdu 2/3 de leur valeur. Saint-Gobain, bien que réputé fiable par ses 300 ans d'expérience, semble mal armé pour affronter les révolutions industrielles en cours. Dans son secteur, les moyens de production ont été complètement chamboulés par la révolution du procédé flotte qui permet de produire en flux continu du verre plat, parfaitement lisse et sans ponçage. Les produits qui en résultent, en comparaison avec les procédés de Saint-Gobain, sont de bien meilleure qualité. Ils sont 20% moins chers en moyenne, et les process sont 4 fois plus efficaces en hommes. Saint-Gobain a raté le virage, et elle a donc de plus en plus de difficultés à se battre avec les géants du verre américains et britanniques. Enfin, le secteur plus large du packaging, qui était jusque-là la chasse gardée des verriers, donc Saint-Gobain, semble passer au carton, au métal et surtout au plastique. Saint-Gobain est donc bien en train de mourir. A l'inverse, BSN, l'entreprise d'Antoine Riboud, existe à peine depuis 2 ans, mais est déjà très dynamique. Bien managés, très spécialisés, ils sont très réactifs et ont déjà fait leur transition vers le procédé flotte. Cependant, malgré une croissance à 3 chiffres en bourse, ils sont toujours 8 fois plus petits que Saint-Gobain en 1968. Antoine Riboud, le PDG de BSN, aimerait bien faire un saut d'échelle, car il sent aussi la pression monter dans le secteur du verre et a besoin d'atteindre une taille critique pour bénéficier d'effets d'échelle et pouvoir ainsi faire concurrence aux étrangers. Saint-Gobain, au contraire, a déjà cet effet d'échelle, mais pas les compétences pour les exploiter. Et de plus, le PDG de Saint-Gobain, Arnaud de Vauguier, est sur le point de prendre sa retraite sans héritier légitime. Or, Antoine Riboud, qui bénéficie d'un effet d'inertie, serait une solution sérieuse pour reprendre le flambeau du verre français sous une bannière commune. Une fusion serait donc idéale, elle renforcerait les deux entreprises en comblant leurs faiblesses réciproques. Antoine Riboud propose donc une alliance à Saint-Gobain avec l'appui de Georges Pompidou. Mais Saint-Gobain refuse. Et bien alors, tant pis pour eux. Les actions de Saint-Gobain sont au plus bas. Antoine Riboud décide donc de sauver Saint-Gobain contre son gré. Et avec le soutien et les conseils du groupe Lazare, il prépare sa grande opération. Ainsi, le 21 décembre, Antoine Riboud fait une annonce officielle à la Bourse de Paris et lance officiellement, avec une offre publique d'achat, la bataille du verre. Saint-Gobain, Boussois, Souchon, Neufchâtel. Un événement qui fera date dans les annales boursières et qui se joue également devant le grand public. Si d'un point de vue purement business, l'OPA fait sens, du point de vue symbolique, cela est perçu par beaucoup comme une hérésie. Le Figaro fera même une analogie. Imaginez un jeune aventurier bousculant une vieille dame très digne dans un salon Louis XV. BSN veut le contrôle de Saint-Gobain. D'après leurs calculs, il leur suffit d'acheter 29% des actions, ce qui leur donnera assez de pouvoir de blocage pour forcer à la fusion des deux entreprises. Ils proposent donc à tous les actionnaires de Saint-Gobain 230 francs contre une action qui vaut à peine 140 francs à l'époque. L'offre est très alléchante. Mais la direction de Saint-Gobain n'est pas prête à se laisser faire. L'entreprise hésite d'abord à lancer ce qu'on appelle une défense Pac-Man, avec le soutien d'une autre entreprise, Pont-à-Mousson. Cela consiste à racheter une entreprise qui veut vous acheter, en l'occurrence BSN. Cependant,
Elle se ravise car c'est trop risqué. Elle va plutôt jouer la carte de la communication avec le groupe Publicis. Pour 9 millions de francs, ce qui est alors du jamais vu en France, ils essayent de se refaire une image. Concrètement, cela passe par une grande opération usine ouverte pour montrer ce qu'ils font, pour montrer leurs procédés et leurs machines. Le but, c'est que les gens de Saint-Gobain se sentent fiers de posséder un bout de l'entreprise. Forcément, si vous réalisez que vous possédez un bout de marteau-pilon de 10 tonnes que vous avez vu en action, il est peu probable que vous vendiez votre action aussi facilement. Saint-Gobain a donc une stratégie axée sur la communication parce que les gens aiment Saint-Gobain. C'est quasiment un bout de l'histoire qu'il faut défendre ici. BSN, au contraire, a une stratégie beaucoup plus pragmatique financièrement. Ils vont plutôt communiquer auprès des gestionnaires de portefeuille par exemple. Le 9 janvier, ils promettent ainsi 50 francs de prime par actionnaire retourné pour BSN et 2,5 francs par action rachetée. Leur argumentaire est donc principalement économique. Cela dit, il y a une question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Comment ça se fait que Antoine Riboud, qui est un nain face à Saint-Gobain, puisse tenter de racheter cette entreprise? D'où sort son argent? En fait, c'est tout nouveau pour l'époque. Mais BSN ne tente pas une OPA, mais bien une OPE, une offre publique d'échange. Il ne rachète pas les actions de Saint-Gobain pour 230 francs de cash, mais il les échange contre une obligation, une dette, d'une valeur de 230 francs qui gagne en valeur chaque année et qui peut être échangée contre une action BSN si l'actionnaire le veut. Concrètement, cela veut dire que BSN ne sort rien comme argent en trésorerie et donc n'a pas besoin de s'appuyer sur une banque. Et là, c'est une astuce de Lazare qui sur le coup a été très très fort. Malgré tout, BSN a un gros retard en capital sympathie, et cela l'handicape. Antoine Riboud va tenter d'expliquer ces raisons qui sont tout à fait justifiées, on l'a vu, en proposant des débats à la télé. Naturellement, Arnaud de Vauguier, le PDG de Saint-Gobain, va les refuser. Il n'a aucun intérêt à donner du temps d'antenne à son adversaire. En effet, le combat des deux entreprises est perçu comme un débat entre un capitalisme traditionnel et conservateur face à un capitalisme de marché agressif. Et pour beaucoup, Antoine Riboud est l'ennemi, et cela ira jusqu'à mettre une bombe sur son palier de porte. Et Saint-Gobain va en profiter pour mettre un dernier clou à son cercueil. Via des soutiens d'entreprises alliées, comme Pont-à-Mousson et Suez, elle rachète toutes les actions sur le marché. En n'utilisant qu'un seul agent de change pour placer ses ordres anonymement, elle fait ainsi croire qu'elle a un allié discret, mais qui a une réserve de cash insurmontable pour BSN. La réalité, c'est que chaque jour, tout est acheté à crédit et que, à 11h, Arnaud de Vauguier reçoit quotidiennement la somme d'argent qu'il doit trouver auprès d'amis pour rembourser ses dettes. Mais le bluff va faire son effet, et l'action Saint-Gobain va si bien remonter que le 27 janvier, Antoine Riboud signe sa reddition. Saint-Gobain a donc gagné. Mais est-ce vraiment une victoire qu'il faut célébrer? Et j'ai lancé une EPA sur la compagnie de Saint-Gobain en décembre 68. Et je me suis ratatiné. Ça a été la plus grande chance de ma vie. Dans l'absolu, le débat sur une entreprise inconnue qui élimine un fleuron français est accessoire, même si c'est celui auquel le grand public était sensible. BSN était aussi française, et son but n'était que de fusionner. Il est quasiment sûr que Antoine Riboud aurait choisi de garder l'identité de Saint-Gobain, qui a un gros poids historique, plutôt que de garder l'acronyme BSN qui n'est franchement pas très vendeur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fera plus tard en changeant BSN en Danone, après avoir racheté la marque de yaourt. Le vrai débat ici, c'est plutôt la vision industrielle. En effet, mai 68 n'a pas tué le capitalisme des 30 Glorieuses, c'est le capitalisme de marché qui l'a fait, et la bataille du verre a été la première secousse. Saint-Gobain et les grandes entreprises d'État étaient à l'époque devenues trop lentes, trop lourdes. La logique industrielle de long terme, planifiée, nationale, était remise en cause par une compétition qui se mondialisait, des entreprises qui dépassaient désormais le territoire national, et des marchés qui changeaient toujours de plus en plus vite, et nécessitaient ainsi de plus en plus d'investissements. Ainsi, Antoine Riboud sort paradoxalement auréolé de son échec, car la suite donnera raison à son analyse. Saint-Gobain, trop fragile, sera finalement obligé de fusionner avec Pont-à-Mousson. Mais lui, toujours agile,
Il réinventera BSN en groupe alimentaire mondial en quelques années, ce qui lui permettra de regagner le cœur des Français et de sortir la tête haute de la crise de 1973 qui mettra à mal le secteur du verre. Et c'est ainsi qu'il fondera le géant Danone que l'on connaît aujourd'hui. Mais cela, je le réserve pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo qui explique comment la France est passée en quelques années de pays en ruine en 1944 au deuxième PIB mondial en 1966 avec la stratégie industrielle des 30 Glorieuses. Pensez en tout cas à laisser un commentaire et un like si la vidéo vous a plu, à la partager car ça m'aide beaucoup. Et sur ce, à tantôt.